Bonsoir Jérôme Fourquet. Bonsoir. Vous êtes analyste politique, directeur du département Opinion à l'IFOP et auteur de cette vaste enquête passionnante. C'est intitulé « L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée ». C'est aux éditions du Seuil. C'est une étude massive qui allie sociologie, démographie, données géopolitiques. Vous faites un état des lieux de la France qui se fragmente, dites-vous. Vous allez même jusqu'à écrire que le pays se disloque. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Eh bien, au terme de cette analyse, il nous est apparu que différents processus étaient entrés en ligne de compte au cours des dernières décennies, parmi lesquels la dislocation d'un certain nombre de piliers qui avaient structuré la société française sur la très longue histoire. Alors, on peut en prendre deux qui sont les deux principaux. D'abord, tout ce qui avait trait à ce qu'on appelait la matrice catholique. On voit bien que c'est pas nouveau, il y a un processus de déchristianisation de la société française qui est engagé de longue date. Mais on est arrivé quelque part au stade terminal aujourd'hui. Il reste bien évidemment des catholiques en France, mais ils sont une petite minorité, ils sont une île parmi d'autres de l'archipel français. Et cette culture judéo-chrétienne qui reste quand même relativement partagée, mais elle ne cimente plus la société française. On peut prendre quelques exemples très concrets. Si on prend le cas par exemple des obsèques, pendant des siècles et des siècles, on a enterré les morts en France. Aujourd'hui, d'après les enquêtes de l'IFOP et les données de marché dont on dispose, il y a une tendance très nette à préférer l'incinération. Donc c'est une rupture quasiment anthropologique avec le passé. On peut prendre un autre exemple sur le rapport, la hiérarchie historiquement établie dans la culture judéo-chrétienne entre l'homme et l'animal. Aujourd'hui, avec le développement des courants de pensée véganes ou autres, le parti animaliste par exemple, on a aussi cette grille de lecture, tout ça qui est remis en question. Et donc ce ciment qui s'est disloqué en l'espace d'une cinquantaine d'années. Oui, ça allait très vite. Alors, vous parlez et vous chiffrez ce déclin du catholicisme en France avec, par exemple, ces statistiques assez frappantes. Il y a 50 ans, 35% des Français allaient à la messe. Aujourd'hui, c'est 6 fois moins, avec seulement 6% des Français. Vous dites, le dimanche, la messe a été remplacée par Ikea. Voilà, tout à fait. Donc c'est le jour du Seigneur. Dans les années 60, donc avant Vatican II, c'était déjà simplement une minorité de Français qui continuaient d'aller à la messe tous les dimanches, mais une minorité très importante, 35%. Ça veut dire que dans des régions entières, ça demeurait une pratique qui était majoritaire et qui était massive. Aujourd'hui, on est à 6%. Donc, comme indiqué, ils n'ont pas disparu, ces catholiques pratiquants, mais ils ne sont qu'une toute petite minorité. Ils s'en sont rendus compte, notamment au moment de la mobilisation contre le mariage pour tous. Ils sont descendus massivement dans la rue, mais ils n'ont plus la force d'antan. En 1984, quand la France catholique était descendue dans la rue pour défendre ce qu'on appelait l'école libre, le gouvernement de l'époque avait reculé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, on voit bien, symptôme parmi d'autres, du déclin de cette influence. Et de ce bouleversement aussi de la société. Vous parlez justement de l'évolution des mœurs, une certaine ouverture d'esprit aussi que ça a entraîné sur ces dernières décennies. Et ce regard porté sur l'homosexualité qui a évolué considérablement. On va voir ces chiffres-là. En 86, un quart des Français considèrent que l'homosexualité est une maladie que l'on doit guérir. C'est tombé à 6% aujourd'hui. Donc, ça va aussi dans le bon sens, bouleversement de société. Alors, effectivement, il y a des mutations qui sont de multiples ordres, mais le trait commun de tout cela, c'est qu'on sort d'une matrice ou d'une vision du monde qui était historique. C'est-à-dire que le rapport à l'homosexualité, on voit bien qu'il était lié aussi. Il y avait des interdits très forts qui étaient posés par l'Église. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un certain nombre de difficultés de ce côté-là. Tout ça, en l'espace d'une trentaine ou une quarantaine d'années, a bougé. On pourrait prendre aussi le cas de la procréation, avec une première rupture au milieu des années 70, avec l'IVG, où on est passé de la sexualité sans la procréation, et maintenant on va arriver vers la PMA, c'est-à-dire une procréation sans sexualité. Et donc ça, c'est des changements anthropologiques, donc rapport au corps, qui sont majeurs, par rapport à des choses qui sont restées immuables pendant des siècles et des siècles. Et tout ça, ça s'opère en l'espace d'une ou deux générations seulement, donc en termes historiques, c'est un basculement hyper rapide. Dans votre livre, vous faites aussi une large part à l'étude des prénoms, et vous constatez entre autres l'essor spectaculaire des prénoms rares, Térébenthine, Lotus, Réane. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Alors, on a pu analyser à partir d'un fichier qui est alimenté par l'INSEE, qui recense toutes les naissances depuis 1900, avec les prénoms afférents, une extraordinaire diversification dans le choix des prénoms opérés par les familles. Il y avait une très vieille loi qui datait de Napoléon, de 1803, qui imposait ou qui fixait le cadre et la liste
des prénoms autorisés. On ne pouvait pas y déroger, c'était uniquement les prénoms du calendrier. Donc beaucoup de prénoms chrétiens, puisque c'était des saints qui étaient... Et les Maries, par exemple, quand Et alors les Maries qui étaient donnés à une petite fille sur 5 qui naît en 1900 s'appelle Marie. On est à moins d'1% aujourd'hui, donc c'est un autre signe du déclin du catholicisme. Mais alors, quand même, sur le phénomène particulier des prénoms rares, on est quand même passé de 4000 bébés avec un prénom rare en 1945 à 55 000 bébés en 2016. Vous parlez de narcissisme de masse. Ça veut dire quoi? Alors, juste sur les prénoms, on était sur un stock jusqu'aux années 45-50 de 2000 prénoms en moyenne donnés par an. On est monté maintenant à 13 000 prénoms différents chaque année, plus ces fameux prénoms rares selon l'INSEE. Alors, un prénom rare, c'est un prénom qui va être donné moins de 3 fois, donc 1 ou 2 fois, dans l'année. Et ça représente l'individualisation, ça représente quoi, une sorte de vouloir se distinguer, une volonté de distinction à tout prix de la part prix. des parents, en disant, contrairement au passé où il fallait appeler son enfant du nom du grand-père ou de la grand-mère, aujourd'hui, il faut absolument qu'il ait un prénom que personne d'autre n'aura. Et donc, le génie et l'inventivité sont limites. Autre illustration de cette diversification massive, les prénoms arabo-musulmans, comme les prénoms à consonance anglo-saxonne, les Kevin, les Dylan, etc. Vous les avez aussi compilés, détaillés, puis classés. Qu'est-ce que vous constatez? Alors, on constate que sur ces prénoms arabo-musulmans, donc qui sont rattachés culturellement soit à cette religion musulmane, soit à la Turquie ou l'ère géographique africaine ou maghrébine, on est aujourd'hui sur à peu près 18% des naissances en 2016 qui donnent lieu au choix d'un tel prénom. Donc ça nous permet aussi de mesurer la diversification de la société française depuis une soixantaine d'années sous l'effet d'un mouvement très puissant historiquement d'immigration, puisque ces prénoms sont très massivement donnés par ces familles et qui, contrairement à d'autres immigrations plus anciennes, continuent de donner des prénoms qui les rattachent à ses origines, alors que dans le cas par exemple de l'immigration polonaise, ou plus récemment asiatique, en l'espace d'une génération, on fait le choix dans ces familles très majoritairement d'opter pour des prénoms occidentaux. Vous abordez dans votre livre le fossé qui se creuse entre les élites et le reste de la population. D'ailleurs, vous parlez d'un phénomène de sécession des élites, avec des zones entières où les gens vivent finalement en vase clos, c'est ça, sans forcément même se rendre compte qu'ils sont coupés du reste de la population. Tout à fait. Alors, c'est lié au fait que les élites, leur périmètre a considérablement augmenté du fait de l'accès à l'enseignement supérieur de beaucoup plus de gens que par le passé. Mais ces populations se concentrent pour l'essentiel dans les grandes métropoles. Et si on prend le cas de la région parisienne, par exemple, on peut faire 40 km de la place de la Concorde jusqu'à la vallée de Chevreuse ou à Versailles en ne traversant en voiture que des communes où 40 à 50% de la population est cadre. Donc c'est un terrain de jeu sociale favorisée. Voilà, et c'est un terrain de jeu énorme où il y a les écoles pour les enfants, les terrains de sport, les lieux de culture, les lieux de consommation. Et donc on ne connaît que cela. On connaît que cela, et je reprends la phrase d'un essayiste américain qui parle de ces élites qui vivent comme des touristes dans leur propre pays, c'est-à-dire qu'on a son lieu de vie, quelques lieux de villégiature en général à la montagne et au bord de mer, et tout le reste du pays nous devient inconnu parce qu'un certain nombre d'institutions, je pense notamment aux colonies de vacances, aux services militaires qui permettaient à un moment donné un brassage, tout cela a soit disparu pour le service militaire, soit ne représente plus des masses d'effectifs très importants, et donc ces catégories n'ont plus tellement d'occasions de contact avec le reste, ce qui s'est aussi avéré lors de la crise des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, où on avait deux France qui ne se parlaient plus, qui ne se comprenaient plus, avec des dialogues. Continue d'ailleurs à ne plus se comprendre. Tout à fait, tout à fait. Une dernière question quand même, Jérôme Fourquet, malgré ces divisions, ces fragmentations que vous mettez en lumière dans votre livre, est-ce qu'il y est possible aujourd'hui de recréer du lien? Est-ce qu'on peut encore faire nation, faire société, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. On a encore des forces de rappel qui sont importantes. Il y a une langue commune, on vit sur un territoire commun, il y a des institutions communes, on a un drapeau, on a une équipe, des équipes sportives, etc. Donc il y a des choses encore qui nous relient, mais néanmoins, on voit bien que ces facteurs de fragmentation sont très puissants, sont plus puissants que par le passé, et les idéologies qui permettaient de cimenter des groupes sociaux différents manquent à l'appel aujourd'hui. Peut-être que la mobilisation autour de l'enjeu climatique peut permettre de recréer un horizon commun. Un élan. Un élan commun. C'est pas évident, il est un peu tôt pour se prononcer, mais aujourd'hui, c'est ce que les politiques recherchent en tout cas. Eh bien, merci Jérôme Fourquet d'être venu sur notre plateau. Je vous rappelle ce livre passionnant que vous devez lire, L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée. C'est aux éditions du Seuil. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Elle revient sur la privatisation d'ADP. Ne bougez pas, c'est dans l'air, c'est dans un instant.